J'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas passé du temps ensemble en stream. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'avais pas de programme intéressant à vous présenter, donc j'ai passé du temps pour analyser Ethereum et Solana. L'article n'est pas encore disponible, il faut que je le termine, mais ça m'a permis de démystifier pas mal de choses. Voilà, donc le programme, ça va être vraiment de comparer Ethereum et Solana. Donc on va faire surtout un point sur les fameuses transactions par seconde, finalité des transactions, décentralisation, et j'en passe. Et puis, il y aura un partenaire pour cette émission, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, ça monte ou ça descend? Bah écoute, on prend des petits coups, hein. On prend des petits coups, même des gros coups, mais bon, on est habitué, on est dans les crypto-monnaies. On notera par contre que Ethereum a repris un petit peu de couleur. Pourquoi? Parce que visiblement, ce n'est pas une security. Le régulateur nous l'a dit, et on sait aussi que l'attaque de la SEC contre Consensus est terminée. On en a parlé tout à l'heure sur le Twitter de Coin Academy. Laissez-moi revenir dessus. C'était ici. Voilà. ETH sort officiellement du champ des securities. Voilà. Donc ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. On sait également que d'ici quelques temps, on devrait avoir l'ETF Ethereum validé, peut-être pour le 4 juillet, sinon plus tard cet été. Donc c'est vraiment top. Bon. En tout cas, le but de cette émission, ça va pas être de descendre Ethereum ou de descendre Solana, mais ça va être plutôt d'avoir les yeux en face des trous parce que je lis un nombre incalculable de conneries. C'est toujours intéressant de démystifier soi-même et c'est ce qu'on va apprendre à faire dans cette émission. Donc si vous m'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous aimez bien le concept. Et puis on est parti. Alors déjà, il faut savoir qu'on est sur deux crypto-monnaies qui veulent faire office de blockchain haute performance, ou du moins d'ordinateur mondial, avec des visions très différentes. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en évidence dès le départ. On a la vision d'Ethereum où on veut que le système fonctionne tout le temps, qu'il soit insensible à la censure, et après on optimise. Alors que la vision de Solana, ça a été d'abord de focus sur les performances au détriment de la décentralisation et de la sécurité et de la liveness aussi, puisqu'on a eu des pannes, vous le savez. Et après, on optimise de sorte à ce que ce soit encore plus puissant et encore plus stable. Donc c'est vraiment des cas très différents. On me demande dans le chat, Capet, tu m'as ajouté sur Discord, why? C'est très probablement un fake de moi qui se fait passer pour moi et qui va essayer de te racketter de l'argent, donc fais gaffe. Voilà, donc c'est vraiment important de comprendre ça, c'est-à-dire que si Solana cherchait à faire exactement la même chose qu'Ethereum, en fait, ça n'a aucune utilité. Donc eux, ils ont visé les performances dès le départ. J'ai placé ce petit triangle de la scalabilité, le triangle de la blockchain, pardon, que j'ai récupéré sur Internet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les deux cas, on a de la sécurité, hein, parce que bon, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de piratage du réseau Solana, d'attaques bizarres sur le consensus, etc. C'est juste qu'au niveau de la décentralisation, bon bah c'est pas aussi grand by design qu'Ethereum. Par contre, ça tend beaucoup plus vers la scalabilité. Ensuite, donc, je commence avec Ethereum et sa vision de la modularité. Donc, on va ouvrir L2Bit. Et on va comprendre tous ensemble ce qui se passe. Alors, au niveau de l'activité, on a un comparatif entre Ethereum seul et Ethereum plus tous les autres roll-up. Vous voyez, donc déjà, on peut voir que l'activité sur les roll-up, elle a commencé à s'accélérer dès le début d'année 2024. Et là, elle est en train d'être décuplée. Tandis que celle d'Ethereum, elle varie toujours autour des 13 à 15 transactions par seconde. Alors déjà, première chose que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il faut toujours faire attention avec cette histoire de transactions par seconde. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est comment le calculer vous-même. Parce que tu lis toujours un tas de conneries sur Internet, c'est extrêmement fatigant. Donc je vais vous expliquer parfaitement comment on fait ce calcul et on reviendra sur les notes juste après. Donc je fais un petit CTRL F, 119. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la limite de gaz sur Ethereum, elle est de 30 millions de gaz. C'est une limite qui est augmentée au fur et à mesure des mises à jour d'Ethereum. Et en fait, le gaz, c'est, on va dire, un compteur maximal par bloc de ce que tu peux faire passer dedans. Ça peut être des additions, des soustractions, des transactions, minter des NFT, etc., etc. Donc, chaque action sur la blockchain a un coût. Et on a la possibilité de faire passer 30 millions de gaz par bloc, environ, parce que vous voyez, on a un petit peu plus de 30 millions en réalité. Une transaction, à elle seule, elle coûte 21 000 de gaz. Donc en fait, c'est bête et méchant. Si on faisait 30 millions et que on divisait ce nombre de 30 millions par 21 000, donc le coût d'une transaction, on aurait 1428 transactions. Seulement voilà, on n'a pas des transactions
enfin, on n'a pas des blocs toutes les secondes sur Ethereum. On a un bloc toutes les 12 secondes. Donc du coup, ça fait que si on a 30 millions de gaz divisé par 21 000 de gaz, donc le coût d'une transaction, divisé par 12, le nombre de secondes, on obtient 119 transactions par seconde. C'est-à-dire que si Ethereum ne servait qu'à faire des transactions, donc envoyer des paiements d'une adresse A à une adresse B, en réalité, on serait aux alentours des 119 transactions par seconde, voire même plus, parce qu'en réalité, on pourrait encore optimiser le protocole de sorte peut-être à pousser le gaz. Sauf qu'aujourd'hui, Ethereum permet plus de complexité que de simples transactions. C'est pour ça qu'ils ont défini une limite arbitraire de l'ordre de 30 millions, pour pas que le réseau implose en fait. Ils pourraient ajouter beaucoup plus de gaz, mais le risque c'est que si jamais le réseau il est spammé, eh bien la blockchain Ethereum arrête de fonctionner correctement, ce qui serait une catastrophe pour le prix et donc pour les investisseurs. Donc ils y vont gentiment et on verra cette limite de gaz augmenter au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est la notion qui est importante à comprendre. Donc pourquoi aujourd'hui, on n'a pas 119 transactions par seconde et on en a plutôt entre 13 et 15 ? C'est simple, c'est parce que, regardez, si on fait Etherscan Gas Tracker, voilà, comme ceci, on peut voir que, par exemple, un swap, ça va pas coûter 21 000 de gaz, ça va coûter 350 000 de gaz en moyenne. La vente d'un NFT, beaucoup plus encore, 600 000 de gaz. Donc en fait, ça peut coûter 10, 15, 20, voire 30 fois plus de gaz pour une simple opération. Enfin, du moins, elle a l'air simple de votre côté, mais en réalité, il va se passer pas mal de choses du côté de la blockchain sur ces opérations-là. Donc cette complexité, elle a un coût. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est que vous pouvez analyser justement cette notion de gaz vous-même. Vous, quand vous faites une transaction sur MetaMask, vous avez tendance à laisser tout par défaut et puis voilà, vous laissez faire, vous en battez les couilles. C'est normal en fait, parce qu'on vous évite toute la complexité. Mais je vais prendre une transaction au hasard. Voilà. Une transaction qui ressemble à un swap Uniswap. Merci beaucoup pour le sub, Colin. Donc, quand on va dans les détails de cette transaction, normalement, on a les infos par rapport au gaz. Donc, on peut voir qu'il y a une limite qui a été définie lors de la transaction. Et ensuite, on peut voir un coût qui a été consommé lors de cette transaction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous faites une transaction sur Ethereum, et sur Solana aussi d'ailleurs, vous définissez en avance le coût maximum que vous êtes prêt à consommer. Donc déjà, vous le payez ce coût. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous mettez un coût en gaz trop bas, ce qui va se passer, c'est que la transaction, elle va être exécutée du côté des validateurs, mais potentiellement, elle ne va pas être validée. Ça veut dire que vous allez quand même payer la transaction, mais elle va vous retourner comme erronée. Donc vous aurez payé pour rien. C'est pour ça qu'il est toujours important de mettre beaucoup plus de gaz limite que ce que vous allez payer en gaz. Comme ça, vous êtes sûr que votre transaction passe. Mais pourquoi on ne met pas une limite indéfinie ? Parce que imaginons que pour une raison X ou Y, ça demande beaucoup d'exécution de faire passer votre opération, vous vous retrouvez à payer un frais de transaction énorme pour du code mal optimisé. Donc c'est toujours un curseur à placer. Vous pouvez voir en description, non pas en description, pardon, mais vous aurez le lien aussi en description. Vous pouvez voir dans le chat qu'il y a un lien des Decentrashop, c'est le partenaire de cette émission. C'est un Amazon Web3, c'est un site où vous allez pouvoir acheter des produits avec vos cryptos. Mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Je continue mon explication. Donc voilà, cette notion de gaz, elle est importante à comprendre. Et tout ça, ça peut être optimisé. C'est-à-dire qu'un protocole comme Uniswap, il va consommer tant de gaz. Un autre protocole crypto, il peut consommer moins ou plus de gaz. Donc c'est au protocole d'essayer d'optimiser leur code de sorte à ce que ce gaz utilisé soit moindre. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, ça fonctionne sur la machine virtuelle Ethereum. Donc on pourrait, avec des machines virtuelles plus sympas, faire des optimisations au niveau du coût du computing. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il n'y a quasiment pas de tokens intéressants, c'est que des jetons de gouvernance ou des grosses capitalisations. J'ai un petit peu ce sentiment-là aussi, et j'ai bossé là-dessus cette semaine pour essayer de trouver des trucs intéressants. J'ai pris plein de notes, mais je ne suis pas encore satisfait de ce que j'ai trouvé, donc je vous ferai une émission dédiée justement par rapport à ça quand je serai satisfait. Là aujourd'hui, je me concentre sur Ethereum versus Solana parce qu'en fait, en faisant cet article de comparaison, j'ai appris des trucs et je vais vous les partager, même si l'article n'est pas terminé. Voilà, donc revenons-en à notre histoire de modularité. Du coup, comme Ethereum, c'est environ 15 transactions par seconde, on va pas aller loin avec ça.
Donc ce qu'Ethereum a choisi de faire, c'est, eh bien, Picsou, yo Léo. Ce que Ethereum a choisi de faire, c'est de déporter du coup l'exécution sur des rollups. En fait, il y a toute une histoire au niveau de comment ils ont essayé d'optimiser la capacité transactionnelle. Initialement, ils ont essayé de faire un sharding classique. Le problème du sharding classique, c'est que ça a créé plein de problèmes potentiels vis-à-vis de la sécurité, etc. Donc, ils sont partis vers une autre logique qui s'appelle le dank sharding, qui est justement le fait de faire un sharding dédié pour une architecture avec des rollups. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va sur L2Bit ou n'importe quel site qui référence tous ces rollups, on se retrouve en fait avec des idées différentes. Donc on a des optimistic rollups, ok, on a des ZK rollups, ok, mais il y en a qui ont choisi de recopier la machine virtuelle Ethereum, il y en a qui ont choisi d'avoir leur propre machine virtuelle, comme Starknet, il y en a qui ont choisi de faire de la parallélisation des transactions à leur manière. Bref, on a plein de systèmes différents qui rentrent en compétition les uns avec les autres. Donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre vis-à-vis de ces rollups-là, mais du coup c'est intéressant parce que potentiellement, dès qu'il y a une bonne recette, on a juste à l'appliquer, ça donne un avantage court-moyen terme à ce rollup, et puis après, on va dire cet avantage va être repris par d'autres. Par exemple, là-dedans, regardez, on va aller sur le site Chainspect. Quand on va sur le site Chainspect et qu'on va sur Layer 2, en fait, déjà, il n'y a pas tous les Layer 2 qui sont référencés. Mais moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est le nombre de transactions par seconde maximal qui a été record et le nombre de transactions par seconde théorique. Donc déjà, vous voyez qu'il y a un gros delta entre la théorie et la pratique. Mais on voit quand même qu'Arbitrum nous a fait plusieurs centaines de transactions par seconde. Hein. C'est clairement pas dégueu. Paze aussi, on fait quelques centaines de transactions par seconde. Polygon également. Et Starknet, je sais qu'ils en ont déjà fait une centaine de transactions par seconde, mais bon, visiblement là, c'est pas référencé. Donc à chaque fois, pour pouvoir pousser ce nombre de transactions par seconde, il faut faire des compromis. Et généralement, ça va être de l'optimisation au niveau de la base de données, de la parallélisation au niveau des transactions, etc. Donc, on va voir qu'au fur et à mesure de l'aventure, dans les mois qui vont arriver, tous ces rollups vont voir leur capacité transactionnelle augmenter. Pourquoi? Je sais par exemple que Starknet, eux, ils vont paralléliser les transactions, ils vont améliorer leur séquenceur, de sorte à multiplier par 3 à 10 la puissance transactionnelle. Du côté d'Arbitrum, je sais également qu'il y a Arbitrum Stylus qui va arriver. Sous peu, d'ailleurs. On en a parlé dans plusieurs émissions. Arbitrum Stylus, ça permet en fait d'aller au-delà de la machine virtuelle d'Ethereum. Alors, est-ce qu'on a une petite doc qui nous en parle? Oui. Voilà. Voilà, pour ne plus être limité par la machine virtuelle d'Ethereum, ils intègrent le WASM. Et donc, ça permet aussi de supporter d'autres langages beaucoup plus performants, comme le Rust, le C et le C++. Ça va débloquer clairement les performances, et je m'attends à ce que dans les semaines qui vont arriver, on va avoir des nouvelles applications qui vont arriver sur Arbitrum, qui vont exploiter exclusivement ces langages et exclusivement le côté WASM de la machine virtuelle d'Arbitrum, et ça pourrait nous aider à décupler la capacité transactionnelle de ce rollup. Voilà. On a également Scroll qui devrait avoir sa propre intégration de l'EVM parallèle, donc peut-être qu'il va y avoir des centaines de transactions par seconde. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que du coup, aujourd'hui, on a déjà multiplié par 18 la capacité du réseau Ethereum. Même si c'est un petit peu... c'est un petit peu clin d'œil parce que... Voilà, en fait, un rollup, c'est quoi? Un layer 2, c'est quoi? C'est une blockchain qui tourne à côté et qui vient stocker des preuves sur Ethereum pour profiter de la sécurité d'Ethereum. C'est-à-dire que si tu veux foutre le bordel sur un rollup, tu auras quand même toujours une preuve propre qui sera sur Ethereum. Donc, après coup, tu pourras remettre de l'ordre parce que tu hérites de la sécurité d'Ethereum. Mais tu n'as pas ce qu'on appelle un single state machine, on va dire un seul état pour toute la machine. Tu as d'abord un état au niveau du rollup et ensuite cet état vient se resynchroniser rapidement avec Ethereum. Tandis que sur un système comme Solana, tu as toujours les mêmes informations pour tout le monde au sein de l'écosystème Solana. Tu penses qu'il nous reste encore du temps avant la fin du bull run? Oula, je sais pas du tout. Moi, je vois juste que ça bosse bien.
Que côté application, il y a des trucs de plus en plus intéressants qui arrivent, mais pas forcément des trucs qui intéressent le retail. Donc là, on joue plutôt au billes entre gros habitués et institutionnels. Et on me demande dans le chat, est-ce que la course à la scalabilité est vraiment la clé du succès? Moi, je pense que oui. Parce que il y a plusieurs données à prendre en compte quand on compare des blockchains entre elles. Il y a effectivement le nombre de transactions par seconde. Il y a aussi le temps de finalité de ces transactions, c'est-à-dire au bout de combien de temps ta transaction elle est jugée comme finale et irrévocable, ce qui fait que toi en tant qu'utilisateur, bah, tu as un sentiment d'instantanéité. C'est quand même plus agréable de faire une transaction et de constater directement qu'elle est passée plutôt que d'attendre des dizaines de secondes, voire des minutes, le temps que ça passe. Et ensuite, tu as bien entendu la décentralisation. Mais bon, ça, les gens ont tendance à en avoir un petit peu rien à cirer jusqu'au moment où il y a des problèmes qui arriveront sur la chaîne. Donc il faut éviter de se dire on s'en bat les couilles de la décentralisation parce qu'à un moment donné il va se passer des dingueries et on l'aura bien mérité. Donc c'est pour ça qu'il y a des efforts qui sont faits et vous verrez qu'au niveau de la gouvernance on-chain, il y a quasiment personne. On a Tron, on a Network, bon généralement c'est ce qui se passe avec tout l'écosystème Cosmos, Arbitrum et Starknet je crois, voilà c'est l'eau mais pas beaucoup. Voilà. Donc, moi, ce que j'aime mettre en évidence, c'est le parcours utilisateur aussi, parce que c'est bien beau, c'est Layer 2, ça décuple théoriquement la capacité du réseau, mais passer de l'un à l'autre, c'est pas forcément quelque chose d'hyper agréable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bah, en fait, quand tu utilises un rollup, quel qu'il soit, dans cette liste, à chaque fois, pour pouvoir passer une transaction sur le rollup, il faut payer du gaz sur ce rollup. Donc il faut que tu aies des Ethers ou le jeton qui sert de jeton de gaz sur ce rollup. Donc tu dois bridger des jetons d'une chaîne à une autre. Donc c'est bien beau de dire oui, nos frais sont l'ordre de 0 ou quasi 0. Je prends GrowThePie, pardon. GrowThePie qui est un site superbe. Vous allez sur GrowThePie, Transaction Cost. On va toutes les cocher, les chaînes. Et on peut voir que bah, des fois, on a des chaînes avec des frais de transaction au millième de dollar, quoi. Ou en dessous du centime de dollar. Si je me mets sur une moyenne en monthly, voilà, ça reste extrêmement bas. Sauf que pour profiter de ces frais extrêmement bas, tu dois d'abord payer la peau des fesses pour passer d'Ethereum à ce Layer 2. Alors tu peux tricher un peu. Si jamais tu as des fonds qui sont sur des exchanges, bon bah voilà, tu cachottes depuis l'exchange vers les Layer 2 lorsque c'est compatible. Mais bon, tu vas quand même payer des frais tôt ou tard. Voilà, une fois que tu as payé tes frais de bridge, qui sont de l'ordre de quelques dollars, voire dizaines de dollars de temps en temps, là, t'es bien. Sur Solana, il n'y a pas ça. Et on reviendra sur les frais juste après. Donc, voilà, on a un système Ethereum où chaque rollup a son modèle de frais, sa propre machine virtuelle, ses propres applications, ses propres liquidités. Donc, les liquidités sont pas mélangées. Il va falloir qu'il y ait des protocoles qui arrivent à faire en sorte que les liquidités se mélangent. Donc ça va passer par de la chain abstraction, ça va passer par de la technologie ZK qu'on va voir dans tous les sens, parce que grâce à des preuves ZK, on va pouvoir faire tout un bordel pour donner l'illusion à l'utilisateur que c'est un seul et même écosystème, parce que toute la complexité va se faire en back, mais ça va pas être pour tout de suite. Ça va arriver progressivement au fur et à mesure des mois qui vont arriver. Ça va être de mieux en mieux, mais qu'on se le dise, on ne sera pas en mode fin 2024, c'est un banger, tout est mélangé, je ne m'y attends pas du tout. Par contre, ce à quoi je m'attends d'ici la fin de l'année, c'est quand même d'avoir beaucoup plus de capacité transactionnelle et des frais qui vont aller de plus en plus vers le bas au fur et à mesure des optimisations. On me dit dans le chat, AAV veut le faire. Oui, et puis tu vas avoir des agrégateurs de protocoles de lending borrowing. Ça va venir petit à petit, mais il va falloir être patient. Du côté de Solana, on veut garder un seul et même état et optimiser au fur et à mesure. Optimiser donc la capacité transactionnelle du réseau, mais aussi optimiser sa décentralisation et sa sécurité. Donc, j'ai pas encore fait l'état de tous les clients d'exécution qui existent sur Solana, mais il va y en avoir plein. Et petit à petit, tous les petits défauts de Solana qu'on peut lui reprocher, c'est-à-dire son manque de validateurs, la concentration de validateurs sur un seul et même client, le fait que la blockchain pèse trop lourd, qu'elle pèse plusieurs terras et que du coup on ne peut pas vérifier l'entièreté de la blockchain, etc. Tout ça, ça va être réglé petit à petit. Il y a plein d'initiatives qui sont en cours par rapport à ça. Et je veux dire, je vous dis ça, je ne suis pas payé par Solana. Moi, j'ai un bac de Solana, mais ce que je veux dire, c'est que
Quand il y a des gens qui fudent gratuitement Solana parce que ça tombe en panne, c'est de bonne guerre, ça devrait idéalement pas tomber en panne. Mais par contre, ça bosse et c'est un des écosystèmes où ça bouge le plus. Voilà. Donc, composabilité atomique, c'est un concept dans les systèmes distribués ou des applications sur la blockchain. Il ne faudra pas que j'oublie de mettre le N d'ailleurs. Désigne la capacité de différents composants modules à interagir ensemble et fonctionner de manière cohérente et fiable. C'est-à-dire, tu n'as pas une information d'un côté, une information différente de l'autre, et quand tu dois faire un arbitrage entre les deux, c'est le bordel. En d'autres termes, une opération, ou une transaction si vous préférez, est considérée comme atomique si elle est indivisible et irréversible, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être partiellement exécutée. Voilà. Il y a de l'ordre, c'est simple, c'est fiable. La composabilité atomique assure que les transactions complexes qui peuvent impliquer plusieurs contrats ou actions sur différents systèmes soient traitées comme une seule unité. Voilà. Il y a un réseau Solana et c'est les mêmes informations sur tout le réseau. Et ça, je veux vraiment que vous le compreniez bien. Sur Ethereum, tu as effectivement le Layer 1 Ethereum où c'est la même information partout. Et ensuite, tu as le roll-up Starknet, Arbitrum, Optimism, etc. avec des états différents. Et donc, il faut réussir à avoir un semblant de quelque chose de bon avec tout ça. Et c'est pour ça que le mieux, c'est d'attendre à chaque fois que les informations d'état soient synchronisées entre le Layer 2 et le Layer 1 Ethereum, ce qui met du temps, en fait, ce qui met pas mal de temps. Alors que sur Solana, on a une création de bloc de l'ordre d'une demi-seconde par bloc, un temps de finalité de l'ordre de quelques secondes, donc niveau latence, c'est beaucoup plus rapide aussi. Voilà. Il faut savoir que Solana a toujours milité contre les Layer 2, que ce soit les initiatives comme le Lightning Network de Bitcoin, le Raiden Network qui est l'équivalent du Lightning Network sur Ethereum, les sidechains, c'est-à-dire des blockchains qui fonctionnent en parallèle. Voilà. Initialement, on se disait, est-ce qu'on va pas créer plein de blockchains et les faire fonctionner plus ou moins en parallèle, mais en fait, ça revient à cette problématique de t'as pas le même état entre une blockchain et une autre, et potentiellement, s'il y a une attaque sur une blockchain d'un côté, ça peut foutre le bordel de l'autre côté. Donc il faut faire attention avec ça. Les roll-ups, donc des blockchains qui tournent en surcouche et qui héritent de la sécurité sous-jacente du Layer 1. Et les sous-réseaux, alors quand je parle de sous-réseaux, je parle de subnet ou de sharding ou ce genre de choses. Le protocole est pensé pour que tout se passe sur la même couche. Bon, je ne vais pas vous répéter 15 fois, je pense qu'à force, vous avez compris. Ensuite, donc comment Solana compte s'y prendre aussi pour améliorer les capacités de son réseau sans avoir à se faire bouffer par la concurrence. Ça passe par des optimisations au niveau du client logiciel des validateurs. Donc on reviendra tout à l'heure sur le cas FireDancer, où en fait c'est un logiciel à héberger sur des serveurs qui est différent du client officiel qui est sorti par défaut à la sortie de Solana. Et c'est un client qui sera beaucoup plus optimisé pour les transactions complexes en théorie, donc pour permettre des transactions par seconde bien plus hautes. Est-ce qu'une blockchain comme Solana monolithique pourrait avoir la capacité de scaler à hauteur de milliards d'utilisateurs ? Peut-être, justement on y vient. Donc comme je vous ai dit, il y a des optimisations qui sont faites au niveau du logiciel, donc au niveau du code informatique. Et ensuite il y a des optimisations qui sont faites au niveau du matériel. Donc quand je parle de matériel, ça passe par des processeurs, des cartes graphiques, des SSD NVMe avec des vitesses de lecture et écriture qui sont de plus en plus élevées, et des excellentes connexions Internet, donc des fibres 1 Go, 2 Go, 10 Go, voire plus, pour ne pas être limité non plus par la puissance du réseau Internet. Voilà. Donc, il faut savoir que sur Ethereum, on ne vous demande pas d'avoir des gros processeurs avec plein de cœurs, des grosses cartes graphiques, des gros SSD. Sur Solana, c'est obligatoire d'avoir quelque chose de beaucoup plus haut de gamme, justement. Et tout ça, c'est couplé avec un modèle de base de données qui profite aussi de ce matériel haut de gamme. Donc c'est un choix politique qui est fait. J'ai pas encore documenté ça, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on vous dit, ouais, sur Ethereum, c'est plus décentralisé parce qu'il y a il y a 1 million de validateurs. Et c'est vrai, quand tu fais Bitcoin Chain Validator, je crois, faut taper. Tu peux voir aujourd'hui, où est-ce que je trouve cette information ? Voilà. Tu peux voir aujourd'hui que Ethereum, c'est 1 million de validateurs à travers le monde. Donc, chaque validateur, c'est 32 Ethers à peu près. C'est pour ça qu'on peut voir d'ailleurs en staking un peu plus de 32 millions d'Ethers. Dans une prochaine mise à jour d'Ethereum qui est prévue pour l'année 2025, premier trimestre 2025, attendez-vous à ce que ce nombre de validateurs baisse. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, un validateur, c'est environ 32 Ethers.
Et dans la prochaine mise à jour, un validateur pourra continuer de garder 32 Ethers ou monter jusqu'à 1024 Ethers par validateur. À quoi ça va servir ? Ça va faire en sorte qu'on n'a pas besoin à chaque fois de recréer un nouveau validateur tous les 32 Ethers, et aussi à chaque fois que tu dois mettre à jour ton validateur, ton client logiciel, etc., tu dois te connecter indépendamment à chaque validateur, mettre à jour le code, etc. Donc, 1 million de validateurs, c'est bien, on est très content que ce soit décentralisé à outrance, mais en fait, là, je pense que Ethereum va diviser par 10 son nombre de validateurs, qu'on va repasser par une centaine de milliers de validateurs, et ce sera entièrement suffisant pour maintenir un système relativement décentralisé. Ça va permettre du coup d'avoir moins de validateurs, donc une information qui se propage moins, dans tous les sens, donc se propage mieux, ce qui pourrait avoir un effet relativement bénéfique sur le réseau en termes de latence, en termes de transactions par seconde. T'es sûr que c'est 2048 erratique ? Ouais, t'as peut-être raison. C'est peut-être 2048 et pas 1024 Ethers. Excusez-moi de ce petit détail. Bref, donc je disais une meilleure propagation de l'information et aussi beaucoup plus facile à maintenir pour des validateurs de blocs professionnels. Voilà. Plus contrôlable du coup. Alors en théorie oui, mais franchement... vas-y pour corrompre ces centaines de milliers de validateurs. Franchement, même des dizaines de milliers, c'est suffisant, je dirais. Tu vois, c'est un spectre après la décentralisation, mais bon, je pense que 1 million, c'est pas nécessaire. Et c'est ce qu'ils se sont dit aussi en fait. Passer de 1 million à 100 000, ça n'aura pas d'impact réellement négatif sur le réseau. Voilà. Ensuite. Ethereum versus Solana, une vision différente pour les coûts des transactions. Donc là, je vais vous expliquer comment fonctionne cette logique de frais qui est totalement différente entre Ethereum et Solana. Donc sur Ethereum, donc Etherscan Gas Station. Sur Ethereum, on a un système de frais qui fonctionne sous forme d'enchères. Donc vous pouvez voir d'ailleurs qu'on a une map avec des couleurs. Voilà, donc on peut voir qu'à peu près toute la journée, on est entre 10 et 15 GOE, et puis dans les moments de forte activité, on peut monter à 30 ou 40. Qu'est-ce qui crée cette forte activité ? C'est une forte demande sur un contrat pour échanger des jetons, minter des NFT, etc., etc. En fait, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où il y a une volonté de faire passer sa transaction en priorité, parce qu'on a envie de faire passer sa transaction avant les autres, parce que ça peut nous permettre de gagner de l'argent, d'avoir accès à quelque chose avant les autres, on est prêt à payer plus cher pour ça. Donc, ce système, il fonctionne de sorte à ce que, en fait, t'es jamais le réseau qui explose parce qu'il y a trop de transactions qui passent d'un coup. Parce que dès qu'il commence à y avoir beaucoup trop de transactions, le GOE monte en flèche, en fait. C'est un système dynamique. Je sais pas trop d'ailleurs comment ça fonctionne précisément à ce niveau-là, mais voilà, c'est fait de sorte à ce que tu te retrouves pas dans une situation où tu es en capacité de gérer 14 transactions par seconde, le réseau fait des requêtes pour 10 000 transactions par seconde et ça devient le bordel et ça implose, comme c'est arrivé sur Solana, et ça on va le voir juste après. Donc voilà, il y a un système d'enchères, comme c'est le cas sur Bitcoin, et si ça a été mis en place sur Bitcoin aussi, c'est parce que de une, en augmentant les enchères, il y a une incitation économique qui fait que les validateurs de blocs vont toujours prioriser ceux qui les payent plus, donc ils ont une incitation à prendre ces transactions-là, mais c'est aussi pour éviter les attaques. Parce que tu pourrais te dire, en fait, si les transactions, elles coûtent pas cher, je peux envoyer plein de transactions tout le temps, jusqu'à que le réseau il sature et il crache en fait. Et ça, c'est pas bon pour un système de paiement. Imagine, tu essaies de payer par carte bancaire, tu es au bureau de tabac, je sais pas, ou tu es au restaurant, etc. Tu essaies de payer, ta carte passe pas, tu es saoulé, tu quittes ce système de paiement parce qu'il fonctionne pas correctement. Là, c'est pareil. Un crash de temps en temps, pour certains, c'est ça ne doit pas exister. Pour d'autres, c'est OK si c'est une fois de temps en temps, mais idéalement, il faut pas que ça crache. Voilà. C'est justement là où on va en venir avec cette histoire d'Ethereum versus Solana. C'est que Solana, initialement, n'avait pas de modèle de frais. Initialement, une transaction sur Solana, elle coûtait 0,001 centime, quoi, un millième de dollar. Et ce qui s'est passé, du coup, c'est que pendant le bull market de 2021, il y a eu une période où Solana s'est fait tabasser de transactions parce que justement, il n'y avait aucune limite. Et quel était l'intérêt pour les créateurs de ces transactions de tabasser de transactions ? C'était même pas une volonté de faire s'effondrer le réseau, c'est qu'ils avaient un intérêt économique à le faire, étant donné qu'on a eu une période où les NFT sur Solana
était extrêmement rentable. C'est-à-dire qu'il y avait une collection NFT qui sortait, il y avait des NFT qui étaient plus rares que d'autres, et donc tu avais des gens qui codaient des robots de sorte à pouvoir générer un maximum de NFT parce que dans le lot, ils allaient obtenir des NFT rares, et en revendant ces NFT rares, ils allaient être rentables. C'est-à-dire, je vous dis une bêtise, ils allaient payer, je dis une grosse bêtise, hein, ils allaient payer 10 000 $ de transactions pour minter plein de NFT différents. Dans le lot, ils vont choper un NFT qui à lui seul vaut 10 000 $, plus plein d'autres qui vaudront quelques dollars. Ils vont revendre le NFT et ils seront rentables. Donc, il y a eu vraiment une course aux mines de NFT à ce moment-là. Et du coup, tu as eu de plus en plus de robots, de plus en plus de transactions. Et sur Solana, ce qui se passe, c'est que en fait, les validateurs, ils essaient de prendre les transactions. S'ils n'y arrivent pas, ils passent la patate chaude à quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, tous les validateurs se passent la patate chaude jusqu'au moment où ils sont en mode « ouais, je peux pas en fait ». Et à ce moment-là, le réseau, il pète un câble. Et donc, le réseau a planté. Il y a eu d'autres types de pannes, mais ça a été typiquement une des pannes les plus marquantes sur le réseau. Et c'est pour ça que Solana a mis en place plus tard un marché des frais qui est optionnel, contrairement à Ethereum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Ethereum, Yokalo, sur Ethereum, ce marché des frais, il est obligatoire. Tu es obligé de payer pour que ça passe. Sur Solana, tu as deux types de frais. Tu as le frais par défaut qui est pas cher du tout, mais tu n'es pas sûr que ta transaction elle passe. Et tu as le frais prioritaire si jamais ton application permet de passer par ce modèle de frais, parce qu'il n'est pas intégré à toutes les applications, il faut que chaque application l'intègre, si j'ai bien compris. Et donc, si tu passes par ce modèle de frais supplémentaire optionnel, tu as plus de chances que ta transaction elle passe. On dit que ta transaction, elle est sûre de passer. Mais je ne l'ai pas testé moi-même, donc je vais juste dire qu'il y a plus de chances que cette transaction, elle passe. Voilà. Donc, ça fonctionne différemment. Au niveau des frais de transaction, donc sur Solana, aujourd'hui, les frais sont fixés de l'ordre de 0,00015 sol. Ça nous fait à peu près 2 centimes de dollars environ. Voilà. Donc ça, c'est une transaction sans priorité. OK ? Très généralement, quand vous passez par des applications décentralisées comme des agrégateurs de DEX, et ça va répondre à ta question, Wait My Balls dans le chat, j'ai fait un test tout à l'heure avec Jupiter, il me disait de payer un petit peu plus cher, 0,0005 sol, ça fait à peu près 6 centimes de dollars. Voilà. Donc il y a des frais supplémentaires qui ont été ajoutés pour être sûr que la transaction elle passe, pour qu'il n'y ait pas de frustration. Ça, c'est Jupiter qui l'a imposé. Voilà. Mais tu n'es pas obligé de passer par ce modèle. Et tu peux voir normalement, alors je vais essayer de retrouver, excusez-moi, je reprends mes notes. Je crois que j'ai l'info là-dedans. Donc tu peux voir le nombre de transactions, tu peux voir les transactions validées versus les transactions qui ont fail. Donc d'ailleurs, on peut voir que tu as quand même... Non, ça pardon, c'est les transactions de gouvernance versus les transactions qui ne sont pas de gouvernance. Donc ça, c'est un truc de ouf aussi. J'essaie de voir les transactions priorisées. Il faudrait que je tape priority fee Solana Dune. Peut-être que je vais trouver quelque chose. Alors, il y a ça, mais c'est pas assez facile à lire. Ok. Donc, je crois que là, on a 40%. Ouais, ça dépend, mais on est entre 40 et 60% des transactions qui passent par le système de frais optionnel. Voilà. Et ensuite, on peut voir les adresses qui ont payé un extra de frais. Ouais, faut gratter un petit peu plus. Excusez-moi, j'ai pas les infos, mais en grattant un petit peu, vous pouvez le voir. Bref, ce marché des frais se met en place de plus en plus. Donc en résumé, reprenons. Excusez-moi de vous avoir un petit peu embrouillé. Une simple transaction, c'est 2 centimes de dollars. Un simple swap sur Jupiter, c'est à peu près 6 centimes de dollars, donc c'est clairement pas cher. Après, il se peut que l'application prenne une marge supplémentaire en surcouche, donc il y a des frais qui se rajoutent en plus. Là, c'est vraiment un frais de transaction dont je vous parle. Du côté d'Ethereum, on a plein de façons de vérifier ces frais. On peut aller par exemple sur L2Fees. Sur L2Fees, on peut voir qu'une simple transaction est de l'ordre de... On n'a pas le droit de la techno. Si tu as de la techno en fond, mais tu l'entends peut-être pas. Voilà, une simple transaction Ethereum, c'est 1,3 $. Une transaction pour un swap, en ce moment, c'est 6,5 $. Ça dépend de l'activité sur le réseau Ethereum. Des fois, un swap peut vous coûter beaucoup plus cher. Par exemple, au moment où il faut récupérer un airdrop, ce genre de truc, le réseau part en cacahuète, voilà. Du côté des layers 2, vous voyez qu'on a des frais qui sont nettement plus bas.
En réalité, on a des frais qui sont même nettement inférieurs à ce qui se passe sur Solana. C'est ce que je vous mettais ici. Je vais rafraîchir la page. On va juste se garder les principaux layer 2 sans tous les cocher. Donc on va mettre un petit Starknet, un Arbitrum, Base, ZK Sync, Optimism, Blast, ZKEVM, voilà, et Scroll. Bon. Vous voyez qu'au niveau des frais pour de simples transactions, on est en dessous d'1 centime de dollar. On est 2 à 4 fois moins cher que sur Solana actuellement. Ça dépend bien sûr des écosystèmes. Et après, dès qu'on passe sur des projets qui sont basés sur l'OpiStack comme Zora ou Mod, bah là c'est carrément 10 fois moins cher que Solana. Donc c'est vraiment pas cher. Mais je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour pouvoir aller sur ces réseaux, il faut d'abord bridger des fonds sur ces layers 2. Et le bridge vous coûte quelques dollars. Donc en réalité, pour vous rembourser, il va falloir passer des dizaines de transactions sur ces layers 2. Sinon, vous ne serez pas au niveau de Solana. Donc voilà, c'est un arbitrage à prendre en considération. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que bridger des transactions du Layer 1 Ethereum à des Layer 2, c'est pas instantané, ça met du temps. Donc c'est pas forcément quelque chose de très agréable. On va revenir maintenant sur les performances. Tout à l'heure, je vous disais 119 transactions par seconde s'il n'y avait que des transactions simples sur Ethereum, quelque chose comme 13 à 15 transactions par seconde dans les faits pour Ethereum. Qu'en est-il de Solana ? On nous dit sur Solana qu'on a du 65 000 transactions par seconde. Alors, je peux vous le dire, je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est vraiment nous prendre pour des cons. Je ne sais vraiment pas d'où ça sort. J'ai essayé de sourcer l'information, mais pour le coup, là, c'est vraiment pour nous prendre pour des andouilles. Donc, on ne va pas du tout considérer cette information et on va creuser l'information nous-mêmes. Donc, tout à l'heure, sur Ethereum, je vous disais qu'on avait une limite de 30 millions de gaz et qu'une simple transaction coûtait à peu près 21 000 de gaz. Un swap pouvait coûter environ 300 000 de gaz. D'accord ? C'est la même logique sur Solana, sauf qu'on ne va pas appeler ça du gaz, on appelle ça des compute units. Et en fonction de votre transaction, le coût en compute unit n'est pas le même. Alors je peux vous dire que j'ai perdu un temps de zinzin cet après-midi à comprendre comment sont calculés les compute units en fonction des transactions. Déjà, première chose, visiblement, il y a quelques temps, une simple transaction Solana a été fixée à 300 compute units, de ce que j'ai compris. Aujourd'hui, c'est 500. En tout cas, 500, c'est ce qui a été fixé lors d'une transaction avec le wallet Phantom. Parce qu'en fait, quand vous utilisez un wallet Solana, c'est le wallet qui définit les règles pour vous. Donc si vous êtes développeur, peut-être que vous pouvez dire moi je veux que ma transaction elle consomme 300 compute units. Et peut-être que des fois elle va passer, peut-être que des fois elle va pas passer. Donc vous avez un intérêt à mettre un nombre suffisamment élevé pour être sûr que votre transaction elle passe, mais relativement bas pour que ça coûte pas trop cher et que ça sature pas le réseau. Parce que quand vous déclarez une compute unit, eh ben c'est des compute units que les autres ne peuvent pas consommer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Alors sans rentrer trop dans les détails de la documentation officielle, on nous dit quoi ? On nous dit qu'un bloc de transaction peut avoir jusqu'à 48 millions de compute units. Qu'une seule application peut consommer à elle seule 12 millions de compute units. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu ne peux pas te retrouver avec une application comme Jupyter ou une application comme Tensor pour des NFT qui consomme toute la bande passante à elle seule. En fait, une application ne pourra consommer qu'un quart du bloc, parce qu'un bloc c'est 48 millions et qu'une application elle peut consommer que 12 millions. Ça c'est la première chose. L'autre chose c'est que une seule transaction peut consommer à elle seule 1,4 million de compute units. Ça veut dire que si tu veux faire une transaction extrêmement complexe, eh ben démerde-toi pour que cette transaction elle passe en dessous des 1,4 million de compute units, parce que si elle consomme plus, ben, elle va jamais passer, tout simplement. Donc ça, c'est des garde-fous qui ont été mis en place plus tard, je crois, par Solana, pour éviter que le réseau implose et que tu ne te retrouves pas avec une application ou une transaction qui fout tout le réseau par terre. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à me demander dans le chat. Donc, il faut savoir que sur Solana, on a des blocs à peu près toutes les demi-secondes. Et comme je vous ai dit plus tôt, on a 48 millions de compute units par bloc. Donc ça nous fait 2 fois 48 millions, 96 millions de compute units consommables à peu près par seconde. Comme on sait qu'une simple transaction, comme c'est indiqué ici, consomme 500 de compute units, il nous suffit simplement de diviser ces 96 millions par 500. Et on a donc une capacité théorique sur Solana de l'ordre de 192 000 transactions par seconde. 192 000 transactions par seconde.
Pas 65 000, hein, c'est encore plus, c'est 192 000. Sauf que voilà, toutes les transactions par seconde sur le réseau ne sont pas que des transactions entre les utilisateurs. Il y a aussi des transactions qui servent à la gouvernance. Et en réalité, il y en a un paquet. Ouais, avec la computation minimale, tout à fait. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un truc de ouf, le nombre de transactions qui servent à voter. Alors, j'essaie de retrouver l'information. Excusez-moi, j'ai un petit coup de fatigue, je me perds. Voilà, voting transaction, success... Voilà. Donc, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Mais vous voyez, par exemple, là, on a 84% de toutes les transactions du réseau qui servent à voter et seulement 16% des transactions qui sont des transactions d'utilisateurs normaux et de robots. Donc des gens comme vous et moi et des robots d'arbitrage qui vont essayer de gratter des centimes en faisant de la MEV et compagnie. D'accord ? Donc déjà, imaginons qu'on est à 192 000 transactions par seconde. Déjà, tu divises par 5, facile, juste pour les transactions liées au vote. Donc déjà, ça calme. Tu tombes à 40 000. Ça reste énorme. Mais que pour des simples transactions. Des simples transactions qui coûtent 500 de compute unit. Mais à partir du moment où vous commencez à faire des transactions complexes, c'est le bordel. Alors je vois que il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à les transactions de vote. Alors sachez que je ne suis pas non plus un crack en la matière. Mais voilà, vous avez Solana FM qui est un bloc Explorer que je trouve plus sympa que Solscan. Là, vous pouvez voir en temps réel tous les blocs qui sont créés. Je vais cliquer sur un bloc au hasard. Ensuite, on va attendre que ça charge. Voilà. Et là, vous pouvez voir que si je demande d'en afficher 100, c'est quasiment que des votes. Vous voyez, vote. Là, on a de la compute. Vote. On continue de scroll. Vote. Regardez, c'est un truc de malade. Vote. Il n'y a que du vote, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Donc en fait, le nombre de transactions par seconde, il est complètement floudé par les votes. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'en remettre encore une fois à la page d'accueil de Solana FM qui nous affiche The True TPS. C'est-à-dire que ce sont les transactions en excluant les votes. Et là, on est à plusieurs centaines de transactions par seconde et pas des milliers ou des dizaines de milliers. Voilà, donc les votes sont les validateurs qui prennent les transactions, qui les font passer pour des blocs, etc. Voilà, il y a aujourd'hui des milliers de validateurs. Solana Validators, je crois qu'il faut aller sur Solana Beach pour avoir l'info. Voilà. Alors on a actuellement 1500 validateurs sur Solana, il me semblait qu'il y en avait un peu plus. Ok. Voilà, et donc c'est ces différents validateurs qui s'occupent de gérer les votes. Donc, qu'est-ce que j'appelle un validateur ? En fait, c'est un ordinateur, c'est un serveur qui fait tourner un logiciel qui est le logiciel Solana. D'accord ? Il va exister plusieurs logiciels Solana au fur et à mesure de l'aventure. Aujourd'hui, tu en as deux, je crois. Tu as le client officiel Solana, fait par la fondation, et tu as le client Jito. Voilà, tu vas avoir le client Firedancer et tu vas en avoir d'autres qui vont arriver. Donc après, chaque validateur va choisir son client par rapport au langage, par rapport aux optimisations, etc. Et donc, pour pouvoir valider les transactions, ils votent. Voilà. Excusez-moi de ne pas être plus dans les détails, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc il y a énormément de votes tout le temps. Voilà, mais il y a aussi beaucoup de compute. Hein. Et voilà. Comme vous avez pu le voir, on est quand même sur entre 80 et 90% des transactions qui sont des votes. Ok. Revenons-en à nos calculs du coup, les copains. Il n'y a pas ça sur Ethereum. Non, sur Ethereum, c'est pas comptabilisé comme des transactions, les votes. Donc après, parler d'optimisation, pas opti, machin, en fait, on s'en fout. Nous, on va juste se concentrer sur les vraies transactions en excluant les votes. C'est pour ça que je vous dis, les gens qui parlent de 65 000 transactions par seconde, ils répètent, ils comprennent pas. Les gens qui vous disent oui, mais il y a que des votes, du coup Solana c'est de la merde. Ouais, enfin frérot, t'as quand même des centaines de vraies transactions par seconde. Ethereum les fait pas, même avec tous les layers 2 cumulés. Regardez aujourd'hui, tu vas dans Activity sur L2Bit, tout rollup confondu plus Ethereum, on n'est même pas à 300 transactions par seconde en moyenne, alors que sur Solana, vous l'avez vu, on est entre 400 et 1000 en fonction des moments. Donc voilà, il faut aussi doser. Je suis pas là pour descendre Ethereum, mais c'est juste, il faut comprendre aussi la prouesse qui a été faite du côté de Solana à essayer de faire les choses différemment. Excusez-moi, il faut que je remette de la techno.
Qu'est-ce qu'on va mettre? Voilà, parfait. Maintenant, vous l'avez vu, pour des simples transactions, 180 000 transactions par seconde théorique, sans compter en comptant les transactions des votes. Donc après, si on mettait les transactions des votes, ce serait probablement beaucoup moins. Mais ça resterait énorme. Si on revient chez nos copains de Chainspect, les transactions Sol sont batchées. Une transaction Ethereum équivaut 3 à 30 transactions Sol. Oui, alors après, si Ethereum optimise pas ses batchs de transactions, c'est son problème aussi, c'est le jeu, tu vois. Aujourd'hui, donc, on a un max de 1790 transactions par seconde record sur Solana. Si on les compare avec d'autres Layer 1, d'ailleurs, c'est intéressant parce que on peut voir que Solana ne sont pas les premiers. Hein. On a eu Aptos qui a tapé du 7000 et quelques quand il y a eu un spam sur le réseau. Je crois que c'était avec un tap to earn qui était sorti. Pourquoi? Parce que Aptos parallélise extrêmement bien ses transactions. Et ça va être très intéressant parce qu'on va voir de plus en plus de Layer 2 qui exploitent le langage Move de Aptos SUI comme mouvement, qui vont du coup exploiter cette paralysation des transactions. Donc on va avoir des vrais concurrents de Solana qui vont se dessiner au fur et à mesure, mais il faut qu'il y ait les applications et les usages qui vont en face. On a Algorand qui a une chaîne en Proof of Stake qui a tapé du 5000 et quelques. Pareil, Algorand, ça vise beaucoup les institutionnels, mais c'est du lourd. Edera, c'est un truc avec un conseil relativement centralisé, donc je les compte pas trop. Après, Clayton, c'est un Layer 1 qui s'adresse surtout à la communauté asiatique. Et voilà, et après on a la BNB Chain qui a même pas 40 validateurs, donc forcément l'information se propage beaucoup moins. Edera, je crois qu'on a 21 validateurs, la BNB Chain on en a une quarantaine. Donc ça n'a rien à voir en termes de décentralisation. Ok. Ensuite, on continue. Donc je vous disais tout à l'heure, 21 000 de gaz pour Ethereum, à peu près 300 000 de gaz pour un swap. Qu'est-ce que ça donne du côté de Solana? Eh bien, j'ai fait un swap sur Jupiter où j'ai converti des jetons contre des USDC. Et vous voyez, ça m'a rapporté 260 000 compute units. C'est quand même beaucoup plus que les 500 compute units. Alors, pourquoi j'ai mis 40 à 60 fois? En réalité, c'est beaucoup plus que ça, je crois. Il faudra que je refasse mes mathématiques. L'article n'est pas terminé, alors m'engueulez pas. Hein. Mais vous voyez, si on a pour chaque... Oui, 500, c'est pour le transfert entre deux wallets. Là, quand je fais un swap, il y a plein d'actions qui se passent. D'ailleurs, là, attendez. Reddit, Compute Unit, Jupiter. J'avais vu un post, voilà, Understanding the Transaction Fees. T'as un gars qui essaie de comprendre le modèle de transaction. Il nous a donné ses transactions. Donc là, c'est sur Solscan, mais vous allez voir, quand tu vas sur Solscan et que tu demandes des détails, tu peux voir normalement le nombre de compute units qui est consommé. Ah, mais je le trouve vraiment infect. Je trouve infect leur validateur leur explorateur de blocs. Donc je vais passer par celui-là. Hein. Voilà. Là, je prends cette transaction qui est un swap de tokens entre des tokens Helium token et des tokens Helium IoT. Vous pouvez voir que Jupiter, il fait tout ça. D'abord, il fait un transfert check. Après, il fait un swap, un transfert, un deuxième transfert. Il fait des appels, plusieurs appels. Bref, beaucoup d'actions. Donc ces actions, elles consomment de l'énergie, elles consomment de la bande passante. Donc elles consomment du processeur, de la RAM, de l'internet, du temps. Et c'est tout ça, en fait, qui est valorisé sous forme de compute unit. Donc vous voyez que là, il a déclaré que pour cette transaction, il aurait fallu le maximum du coup. 1 400 000 compute units. Mais en réalité, il en a consommé beaucoup moins. Je sais juste pas où est-ce qu'on peut voir combien il en a consommé. Parce que l'importe, ça c'est des frais de gaz. Mais bon, bref. Moi, j'ai fait une transaction tout à l'heure. Et j'ai pu voir que du coup, il y avait à peu près 260 000 compute units qui étaient consommés. Donc j'ai repris mon calcul. Si on a chaque seconde 2 blocs à 48 millions, ça nous fait donc 96 millions de compute units. Si on ne faisait que des swaps Jupiter qui coûtent 320 000 compute units, on n'aurait que 300 transactions par seconde sur le réseau Solana, sans compter les votes. Sans compter les votes. Donc en réalité, on sera à beaucoup moins. C'est pour ça qu'on a un arbitrage entre ce fameux
192 000 transactions par seconde et 300 ici, parce qu'en réalité, sur Solana, il y a beaucoup de swaps, il y a beaucoup de transactions complexes. Mais c'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver sur nos deux réseaux Ethereum et Solana? Du côté de Solana, on va avoir le client FireDancer qui va sortir, qui est un autre client logiciel qui tournera sur les serveurs de Solana. Et ce client logiciel, il est optimisé à tous les niveaux, de sorte à avoir une finalité des transactions encore plus courte, de l'ordre d'une demi-seconde. C'est-à-dire un bloc égale bloc finalisé. On aura peut-être des blocs encore plus courts d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on a des blocs d'une demi-seconde. Ça se trouve, on aura des blocs de 200 millisecondes, voire moins. On aura peut-être que le ping comme limite, je sais pas. Ensuite, au niveau d'Ethereum, par contre, on a des blocs de 12 secondes aujourd'hui. Et on a un comparatif de la latence actuelle sur Solana, qui est de l'ordre de 1 à 2 secondes pour finaliser une transaction. Ce qui arrivera plus tard, une demi-seconde pour finaliser les transactions. Mais c'est pas tout. On nous annonce également qu'aujourd'hui, on a quelques centaines de transactions par seconde en réel. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur Solana FM. Des fois, ça monte un petit peu plus, vous l'avez vu. En sachant que on nous annonce 3500 transactions par seconde avec les votes, et en enlevant les votes, on a moins 3000 transactions par seconde. Eh bien, avec ce nouveau client FireDancer, on aurait, selon eux, entre 85 000 et 180 000 transactions par seconde, sans inclure les transactions de vote. Si on inclut les transactions de vote, on pourrait monter entre 600 000 et 1 200 000 transactions par seconde. Comment on en arrive à ce résultat-là? Tout simplement, ils ont fait des tests avec un nombre de validateurs légers, avec probablement des applications légères, et puis surtout, l'application elle était optimisée pour le client. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir arbitrer entre la promesse qui nous est faite ici et la réalité. La réalité, c'est qu'on va voir beaucoup de validateurs qui vont tourner sur ce client FireDancer. Je te réponds juste après, Elkaria. Donc, plus il va y avoir de validateurs à travers le monde, surtout que tous les validateurs ne tourneront pas sur FireDancer, et plus la latence va augmenter. Aussi, il va y avoir peut-être des applications qui seront moins optimisées. Donc, moi, je fais le pari qu'on va avoir quelques milliers de transactions par seconde, voire dizaines de milliers en pic, genre 10 000, 20 000, guère plus. Ou alors, c'est vraiment qu'ils ont bousillé tout le monde. Mais bon, quand on regarde la concurrence aujourd'hui, on a du Aptos qui nous annonce du... attendez, je reprends Chainspect parce que c'est la folie ce qui a été annoncé. Voilà. Aptos nous promet 160 000 transactions par seconde. Ok ? Dans les faits, on en a 7 000 et quelques. Je pense qu'on va avoir du coup la même chose sur Solana. Vous avez vu, on nous annonce entre 85 000 et 180 000 transactions par seconde. Bon, dans les faits, on en aura probablement quelques milliers. Mais c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'on va probablement multiplier la capacité du réseau par 10. Si personne n'utilise la blockchain. Après, ça met du temps, tu vois. Parce que faut dire que Solana et les Layer 2 les ont pas mal mis sur le carreau, tous ces projets-là. Donc j'essaie de pas être médisant avec tous ces projets. Voilà. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, et ça on en parlera au fur et à mesure des émissions, au fur et à mesure que j'aurai des informations. Combien de validateurs Aptos? Très bonne question. Probablement quelques centaines tout au plus. 136 validateurs, effectivement. 136 validateurs contre 1500 pour Solana et 1 million pour Ethereum. En termes de décentralisation, ça n'a absolument rien à voir. Mais je pense qu'ils vont augmenter progressivement le nombre de validateurs avec le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faudra effectivement que je fasse mes devoirs par rapport à la blockchain Ton aussi. Je suis d'accord. Il y a des choses intéressantes. Oui, je vous parlais de FireDancer, pardon. Il faut savoir que ce client FireDancer va être repris pour tous les layers 2 d'Ethereum, Bitcoin et j'en passe qui vont être basés sur la machine virtuelle de Solana. Quand on regarde Eclipse, vous connaissez peut-être Eclipse, c'est un des layers 2 les plus attendus sur Ethereum parce que justement il exploite la machine virtuelle de Solana. Quand vous allez dans la doc et que vous tapez FireDancer, vous pouvez voir que ils en parlent et ils nous disent que FireDancer est très attendu, que c'est un client développé par Jump et que ils vont surveiller ce que ça va donner et dès qu'il sera assez stable, ils intégreront la technologie de FireDancer dans Eclipse.
C'est-à-dire que le séquenceur d'Eclipse utilisera FireDancer et on aura donc des performances optimisées aussi sur le Layer 2 Eclipse. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les travaux de Solana vont aussi profiter à Ethereum. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime pas parler de guerre, c'est une concurrence qui est relativement positive. C'est l'équivalent de Neon côté... Non, parce que Neon, c'est plutôt un projet qui traduit du code Ethereum en programme compréhensible pour Solana, tout en ajoutant de la parallélisation des transactions. Mais c'est un petit peu comme un émulateur, tu vois. Faut voir ça un peu comme un émulateur. C'est pas pareil. Là, c'est vraiment un environnement d'exécution Solana qui tourne à part, dont la sécurité héritée sera sur Ethereum. CryptoRank, Eclipse. Et Eclipse, ils ont levé 65 millions, les copains. Et dernière petite parenthèse, et après je vous parlerai de mon partenaire du jour, c'est Mouvement. Mouvement qui est en train de lever des fonds en ce moment. Voilà. Donc eux, ils ont fait le choix non pas d'utiliser la machine virtuelle d'Ethereum ou de Solana, mais celle justement du langage Move, utilisé par Aptos, Sui, etc. Donc eux, ils vont sortir un Layer 1 Movement et un Layer 2 Ethereum basé sur la techno Movement avec une technologie qui va permettre d'interopérer les deux. Et ils proposent de la parallélisation des transactions plus la compatibilité avec la machine virtuelle d'Ethereum. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les développeurs ils pourront développer un Move, profiter des performances ultra puissantes de Move qui seront probablement de l'ordre de celles d'Aptos. Ils pourront choisir soit d'être sur le Layer 1 Movement, soit d'être sur un Layer 2 Ethereum Movement, soit les deux, j'imagine. Et pour ceux qui veulent quand même jouir de l'écosystème Movement et qui sont habitués à développer sur le langage de programmation d'Ethereum, ils géreront aussi la machine virtuelle d'Ethereum. Donc ils ont vraiment une stratégie performance, une stratégie compatibilité. Ils ont levé des fonds très tôt, à quelques dizaines de millions de dollars de FDV à l'époque. Il y a de cela 1 an et demi, 2 ans. Et là, en ce moment, ils proposent aux gens d'investir en pré-sale à une valorisation d'1 milliard en FDV déjà. Donc déjà, si ça lève à 1 milliard, j'imagine même pas le bordel que ça va être quand ça va être en public sale. Ils se disent qu'ils vont valoir plusieurs milliards de FDV eux aussi, comme c'est le cas de Aptos et Sui. Regardez Aptos. Aptos, on est à 7,6 milliards de FDV. Sui, on n'est pas loin, je crois. Voilà, 8,5 milliards de FDV. Voilà les potes. Donc je vais continuer de creuser. Je vais, dans une prochaine émission, déjà corriger les fautes dans le document, évidemment, mais aussi calculer les coûts pour devenir et maintenir un validateur sur Ethereum et sur Solana. Parce qu'il faut du Sol ou de l'Ether, il faut du hardware, il faut des connaissances techniques, etc. Donc je vais essayer de faire une estimation en coût. Comme ça, on reverra un petit peu la copie de la décentralisation, parce que on peut dire sur Solana, ça coûte cher en matériel, mais le truc, c'est que sur Ethereum, ça coûte très 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 cher en Ether pour maintenir un validateur. 32 Ethers à $3500 l'Ether, ouais, ça fait 112 000 $ pour être un validateur, en plus du matériel. Bon, le matériel, lui, il est peu coûteux. Voilà, donc ça peut être intéressant de comparer tout ça. Et maintenant, partenaire du jour. Alors, je referai peut-être une émission pour vous en parler, parce que c'est un produit qui est en train de se lancer, ça s'appelle Decentrashop, je vous mets le lien dans le chat. Précision, j'ai déjà bossé avec eux, on a fait un article sur Coin Academy à ce sujet aussi. Je suis payé en stablecoin pour vous en parler. Et c'est des gens que je connais, avec qui j'ai déjà bossé, en qui j'ai confiance. Donc, qu'est-ce que c'est que Decentrashop ? Decentrashop, c'est une plateforme type Amazon pour payer en crypto. Donc, quand vous passez par le lien que je vous mets en description, puisque pour le moment, c'est en alpha, il faut un code d'accès. Donc là, en l'occurrence, c'est le code d'accès Capet. Vous vous connectez avec un wallet MetaMask, et j'insiste sur le fait que c'est soit MetaMask, soit Coinbase, soit Wallet Connect. Par Rabi, j'ai essayé avec Rabi, ça fonctionnait pas, voilà. Si jamais il y a un souci, genre le bouton il est grisé, vous désactivez votre bloqueur de publicité, vous rafraîchissez la page et ça devrait marcher. Voilà. Donc le principe, il est simple, c'est de vous proposer des produits. Voilà. Paiement en crypto. Donc pour le moment, c'est paiement en Ether, paiement en Matic, il y aura du paiement en stablecoin qui se fera également. Donc, leur objectif, c'est de donner un avantage aux marchands. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Aujourd'hui, il y a une réalité économique, c'est que on voit un petit peu toujours les mêmes plateformes. C'est soit Amazon, c'est Discount, Rue du Commerce, Rakuten, Alibaba, qui font payer aux vendeurs un frais mensuel, en général, mais également, ils prennent des commissions sur chaque vente. Des commissions qui sont assez élevées. Ce qui fait que le vendeur, derrière, il est obligé d'augmenter sa marge. Donc,
La volonté de Decentrashop, c'est déjà de ne pas faire payer aux vendeurs un frais mensuel ou annuel pour pouvoir mettre en vente sur sa plateforme, ce qui fait que ceux qui ont l'habitude de vendre sur Internet peuvent s'essayer directement à Decentrashop. Et aussi de valoriser leur modèle économique, parce qu'ils auront un jeton qui va sortir fin juin ou début juillet normalement, où en fait, si tu achètes du jeton et que tu en bloques, tu peux baisser les frais de les commissions qui sont prises par la plateforme. Donc pour le moment, je vous parle du côté vendeur, parce que derrière, ça se répercute positivement sur le client. Pour le moment, la plateforme prend 5,5% de commission, je crois, plus une commission qui va être prise par le vendeur. Leur objectif, là, c'est dans un premier temps de développer la plateforme, c'est le tout début, donc le site va être plus joli, sera mieux organisé, il y aura des filtres par catégorie, etc. Et leur objectif, c'est de faire de plus en plus de volume pour avoir un levier de négociation avec les vendeurs, parce que l'équipe de Decentrashop, pour le moment, sont eux-mêmes vendeurs sur la plateforme, mais le but derrière, c'est de faire venir plein de vendeurs. D'accord ? Quand vous achetez, vous pouvez voir que vous avez un système de cashback en jetons. Je ne connais pas le prix du jeton. Tout ce que je sais, c'est que c'est indiqué dans la tokenomics. Il y aura 10 millions de jetons à la sortie. Voilà. Pour le moment, ils vont essayer d'être listés sur des petits launchpads et faire en sorte que ça se fasse petit à petit. Donc, pour le moment, on a surtout des produits pour les geeks. Leur vision, c'est de gamifier l'expérience avec des systèmes de fidélité en tout genre. Ils en parlent pas mal dans la tokenomics. Comme je vous ai dit, améliorer les volumes pour ensuite avoir des leviers de négociation. Ouvrir aux autres vendeurs. Motiver les vendeurs à acheter du token pour baisser leurs frais à eux. Et proposer aussi des expériences un petit peu Web3. Donc déjà, valoriser la confidentialité des données en donnant le minimum d'informations. Parce que c'est une plateforme où tu peux acheter sans KYC jusqu'à 2 500 € par mois. Voilà, donc tu mets pas d'informations d'identité, sauf tes informations pour faire livrer chez toi, bien sûr, si tu veux que ce soit livré chez toi. Mais tu limites les informations que tu transmets. Et l'objectif à terme, c'est pas encore en place, mais l'objectif à terme, ce serait en fonction des actions qui sont faites sur la blockchain et sur la plateforme, eh bien, de mieux recommander les produits qui sont sur la plateforme. Donc il y a beaucoup de travaux à faire au niveau de l'affichage des titres, des informations des produits, des filtres, etc. C'est vraiment le début. Je vous ai mis tous les liens utiles dans la documentation en description. Donc cette documentation, je vous la mets aussi dans le chat. Et voilà pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. Et voilà. Pour résumer un petit peu, vous avez un système de parrainage également. Vous avez 2% de commission pour vous si vous faites venir des gens sur la plateforme. Ça va être des commissions qui seront en token DXS. Donc moi, par exemple, si vous passez par mon lien et que vous achetez, moi, je prends un petit cashback de l'ordre de 2%. Et il y a potentiellement un airdrop à jouer pour les premiers inscrits sur la plateforme. Alors, j'ai mis je promets rien. Pourquoi ? Parce que en fait, je discute avec Decentrashop depuis plusieurs mois déjà. Et ils me parlaient d'airdrop à l'époque. Ils ont déjà fait des quêtes sur Galx, Zilli, etc., avec un airdrop. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc je l'ai noté parce qu'on a déjà assez traîné et qu'on a dit il faut qu'on avance, il faut que je vous en parle dans une émission. Mais voilà, si jamais je corrigerai dans un message épinglé sur YouTube si jamais il n'y a pas d'airdrop et je vous reparlerai du produit probablement dans une autre émission aussi. Donc l'équipe derrière, elle est Dox. On a une entreprise qui s'appelle Codiceum, qui est une entreprise en France. On a le founder qui s'appelle Jordan Pellet, qui a déjà fait des interviews sur Internet pour parler de sa vision. Et il faut savoir que Jordan, je l'ai rencontré et il bossait avant pour la BNP. Vous avez aussi son LinkedIn, donc vous pouvez faire vos devoirs. C'est pas des mecs no docs qui vont disparaître, il n'y a pas de souci. Si vous faites un achat et que vous avez le moindre problème, alors moi personnellement, je me suis acheté une brosse à dents électrique pour tester et j'ai pas eu de souci. Mais voilà, si vous avez le moindre problème, vous allez sur votre compte, My Orders, vous allez sur les orders, hop, See All Details, et là vous avez le bouton Need Help. Voilà. Et vous avez aussi bien sûr le Discord si vous voulez leur parler, vous avez le Twitter, etc. Tous les liens utiles, je vous les ai mis juste ici. Donc vous avez un white paper qui sera probablement mis à jour, mais vous avez les grandes lignes de ce qu'il faut savoir sur le projet. Le jeton n'est pas encore sorti. Babar me posait la question dans le chat. Non, le jeton n'est pas encore sorti. Ça devrait se faire, je pense, courant juillet, à mon avis. J'ai pas la date, mais à mon avis, ça va se passer courant juillet. Voilà. Donc je vous remets le lien. Je vous laisse tester tout ça. Si vous avez des critiques constructives à faire, n'hésitez pas à leur faire directement sur Twitter, en DM Twitter, en public sur Twitter, sur le Discord, etc. C'est des francophones, hein.
qui sont derrière le projet, qui sont sérieux et ils prendront vos retours avec plaisir. Moi, j'ai fait un retour au niveau de la politique de prix en leur disant putain, des fois les gars, vous margez beaucoup. Et en fait, ils m'ont dit c'est pas qu'on marge beaucoup, c'est que y a une marge qui est prise par la plateforme évidemment, mais on n'a pas le même levier de négociation nous qu'un gros Amazon ou rue du commerce ou Cdiscount. C'est pour ça qu'on a du volume. Mais la logique veut que les prix vont baisser au fur et à mesure parce que s'il y a des vendeurs qui se mettent à vendre chez eux, bah les vendeurs, comme ils vont pas se faire flinguer par des histoires de TVA et compagnie dans tous les sens, en toute logique, enfin ça dépend, mais faut que je fasse attention avec cette histoire de TVA, je pourrais me faire tirer les oreilles. Mais en gros, s'ils se font pas flinguer sur les commissions prises par la plateforme, eux ils peuvent augmenter leur marge ou alors eh bien, revendre le produit moins cher chez eux que sur d'autres plateformes. L'exemple de la TVA n'était pas bon, oubliez cette histoire de TVA. Parlons de marge. Donc voilà, leur objectif c'est de faire venir plein de monde et aussi faciliter la vie des vendeurs parce que la problématique pour les vendeurs qui souhaitent encaisser en crypto, bah, c'est déjà comment tu fais ta comptabilité, il y a la fluctuation des prix, faut revendre, bref, c'est le bordel. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous payez en crypto chez Decentrashop, mais le vendeur, lui, il encaisse le paiement en monnaie fiat, en euros. Donc au niveau de sa comptabilité, c'est pareil. Et puis voilà, du coup, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Donc comme je vous disais, paiement soit en Ether, soit en Matic. Les stablecoins vont arriver et probablement que le réseau Solana arrivera aussi. Donc voilà, si vous voulez tester, il n'y a pas de KYC, en dessous de 2500 € par mois. Et c'est tout pour ce petit placement Decentrashop. Vous avez le lien en description pour ceux qui m'écoutent sur YouTube. Reprenons maintenant. Plus 30% de taxes pour convertir en fiat. Non, ça, c'est pas à prendre en considération. Ça. Enfin, si tu parles de toi pour l'événement fiscal, oui. Oui, il y a un événement fiscal si toi, tu achètes en crypto. C'est comme si tu revendais une crypto, oui. Tout à fait. Hop. Donc n'hésitez pas à faire vos retours dans le Discord justement pour vous dire si vous êtes OK avec la vision, s'il y a des axes à améliorer, etc. Moi je suis en contact en direct avec eux sur Telegram, donc pareil hein, sur YouTube si vous voulez me faire des retours aussi, que je leur remonte, n'hésitez pas. Du coup au niveau des Layer 2, prochaine émission, moi ce que je vais faire c'est que je vais regarder un petit peu les différences entre Optimism de base qui est OP Mainnet, Base, Blast et d'autres pour essayer de comprendre les petits différentiels. Pourquoi aussi tout le monde va sur Base, parce que j'aimerais bien comprendre ce qui se passe par rapport à ça. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Scroll, Linea, etc. Et voir un petit peu pour mon comparatif de base, est-ce que Ethereum a encore de beaux jours devant lui ou est-ce que des initiatives type Solana vont leur manger du terrain? Parce que voilà, on m'a déjà fait le reproche, mais on me dit... comment tu peux être de plus en plus pro Solana tout en disant que tu kiffes la vision modulaire d'Ethereum? En fait, plus je comprends l'un et plus je comprends l'autre, et plus le curseur se déplace. Moi, ce que j'aime sur Solana, c'est le côté pratique. C'est pas cher, ça va vite, c'est un même système. C'est pratique, quoi. Mais ce que j'aime sur Ethereum, c'est l'effet de réseau. Voilà. Aujourd'hui, tu fais des Filiama Chains, tu vois bien que c'est Ethereum qui bouffe tout. Il n'y a pas photo, tu vois. C'est Ethereum et les Layer 2. Alors, Solana est là. Hein. Mais bon sang, Ethereum, il bouffe tout. C'est un truc de fou. Donc voilà, j'espère que cette émission vous aura plu en tout cas. On continuera du coup ce comparatif Ethereum et Solana pour une deuxième émission, je pense. Il y a encore plein de choses à apprendre. Regardez, ça fait déjà 1h15 qu'on est ensemble. Et si ça vous a plu, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Vous me laissez un petit like, vous vous abonnez sur YouTube, c'est pas fait. Vous abonnez sur Twitch, c'est pas fait. Tous les liens utiles sont en description. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.